Bonjour à tous, très chers auditeurs et auditrices. Vous écoutez bien la voix de Portici. Alors, en ce dimanche 19 septembre, malheureusement, le live qui devait se tenir à 19h50 n'a pas eu lieu pour cause de problèmes techniques. Mais bon, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas la dernière fois que je tenterai de faire un live. Je vais prendre le temps de sonder les diverses plateformes de streaming qui existent sur Internet afin de vous proposer une information de qualité comme j'essaye du moins de le faire en permanence. Et puis, je tenais aussi à vous dire que je compte de plus en plus me tourner vers le live, car cela me permet, premièrement, d'écouler très rapidement les différentes informations stockées dans mon ordinateur, parce que je suis en retard sur pas mal de sujets. Très bientôt, par exemple, il aura lieu un live en rapport avec ce qu'il se passe aux États-Unis. Je le ferai en binôme avec un invité mystère, parce que bon, ce qui se passe aux États-Unis, malheureusement, rejaillit sur nos pays, sur la France, sur la Belgique, sur la Suisse, et ainsi de suite. Donc, c'est important de parler de ces divers sujets. Et donc, j'aime le live parce que ça me permet de pouvoir très rapidement vous transmettre des informations de manière instantanée. Et aussi parce que, bon, cela permet aussi d'avoir du moins certaines interactions avec vous et c'est assez intéressant et de pouvoir lire certaines remarques pertinentes. Voilà. Donc c'est parti, je vais lancer la première vidéo. Donc voilà, donc ne vous étonnez pas, je tourne cette vidéo dans les mêmes conditions qu'un direct, parce que je ne compte pas faire le moindre montage, hein, donc je ne compte pas perdre de temps. Donc voilà. S'il y a ça ou là, encore une fois, j'aime le répéter, s'il y a ça ou là des moments de flottement, c'est tout à fait normal. Voilà. Alors c'est parti, on va commencer par la première vidéo qui va opposer Jean-Baptiste Djebari à Maître Division. Jean-Baptiste Djebari, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, eh bien c'est le ministre des Transports. Et Maître Division, eh bien je n'ai pas véritablement besoin de vous le présenter aujourd'hui. Allez, c'est parti. La remarque, si vous voulez bien, la remarque, moi, qui me vient, monsieur le ministre, c'est que c'est vachement bien de penser à l'infiniment grand. Mais vous avez un problème beaucoup plus pragmatique qui est l'infiniment petit, c'est-à-dire les déplacements quotidiens des Français. Parce qu'aujourd'hui, monsieur le ministre, moi, j'ai quand même une difficulté majeure, c'est que vous raisonnez finalement en voyages internationaux, mais vous savez quand même que le principal problème que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, depuis un an, les transports en commun français, transports en commun tout court, du quotidien, sont considérés comme un lieu où on ne se contamine pas. Et pardonnez-moi, mais vous savez que c'est faux. Enfin, j'espère que vous avez la délicatesse de considérer que c'est faux. C'est un lieu où on se contamine peu et moins qu'ailleurs. Monsieur le ministre, ça, on se contamine peu. Mais pardonnez-moi, mais je reviens sur votre idée de passe sanitaire. Vous allez imposer des passes sanitaires, et peu importe la légitimité, pour voyager. Pour les rassemblements de 1000 personnes à l'extérieur ou à l'intérieur, vous avez des passes sanitaires. Mais le seul endroit où c'est pas obligatoire, c'est dans le métro. Vous avez 1000 personnes dans le métro. Et effectivement, quand je rassemble à l'extérieur, vous m'expliquez qu'on se contamine moins dans le métro qu'à l'extérieur. Et qu'à l'extérieur, on a des passes sanitaires et pas dans le métro. Pardonnez ma curiosité. Je comprends l'argument de bon sens. Alors, après, moi, je regarde la réalité des faits. Ça fait quasiment un an et demi qu'on vit sous Covid. Tous les pays vivent sous Covid et tous les pays ont des transports en commun et donc tous ont fait des études. Donc quand on a regardé vraiment très précisément ce qu'ils ont fait aux États-Unis, en Angleterre, au Japon, partout, d'abord certains pays effectivement ont mis des applications, mais c'est plutôt des pays qui font du contrôle social, qui contrôlent un peu leur population. On n'a évidemment pas choisi ce modèle-là. Et ensuite, on a comparativement à À en croire le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebari, dans cette vidéo datant du 7 mai 2021, le gouvernement, en cette période sous état d'urgence sanitaire permanent, se démène tant bien que mal pour se démarquer des pays qui font du contrôle de population. Bon, il est vrai qu'on aurait tendance à le croire, vu ses airs innocents, mais lorsque le sujet est creusé, ne serait-ce qu'un minimum, eh bien, on se rend bien compte qu'il y a une toute autre réalité. Hein. Donc, voilà, pas la peine de mentir. Pour comprendre l'ampleur de cette forfaiture, il faut revenir un an en arrière, c'est-à-dire le 6 mai de l'année passée. L'an 2020 fut charnière pour de nombreuses startups qui poussèrent tels de véritables champignons sur le bois vert du Covid. Mais ne dit-on pas que le malheur des uns fait le bonheur des autres? Datacalab, cette startup qui choisit de proposer ses services de détection numérique à la RATP, ne fera en tout cas pas mentir cette expression.
Alors, on va s'intéresser à Datacalab. Donc, voici une petite vidéo de présentation. 1, 2, 3, c'est parti. Qui est Datacalab? Qu'est-ce que Datacalab, du moins? C'est devenu un big business. Personne ne veut rater le coche. L'intelligence artificielle, nourrie aux mégadonnées, ouvre les portes d'un nouvel univers très lucratif. Avec un mot magique, le machine learning, ou quand la machine devient capable d'apprendre toute seule. Depuis 5 ans, cette technologie a fait décoller l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, des algorithmes peuvent nommer instantanément les objets filmés par une caméra. Mais la reconnaissance d'image a bien d'autres ambitions. L'avantage de nos outils, c'est d'avoir une lecture directe sur les émotions. 90% des choses qui nous impactent dans une journée n'est traité que par l'inconscient. Donc nos algorithmes et l'intelligence artificielle permettent de stocker toute cette information, ce que ressentent les consommateurs seconde par seconde. On traque environ 90 points sur le visage et on analyse le mouvement de 42 muscles environ. Donc nous, on quantifie 7 émotions: la joie, la surprise, la peur, la colère, la tristesse, le dégoût et le mépris. Ici, on voit par exemple un creux en émotion entre la 5e et la 7e seconde. À l'inverse, vers la 12e seconde, on voit qu'il y a un pic d'engagement donc à 100%, donc assez fort. On va proposer en fait de regarder qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, parce que le but de tout ce qu'on fait, c'est de permettre aussi à créer du contenu qui est plus engageant et qui plaît plus au client final. Cet algorithme teste aussi l'impact des politiciens. Il a mesuré les émotions générées par les candidats lors du grand débat télévisé des dernières élections présidentielles françaises. Je m'appelle Xavier Fischer, donc je suis cofondateur de Datacalab. Mon frère et moi, en fait, sommes de l'école centrale Supélec. Moi, je suis diplômé de la promotion 2015 et mon frère est encore étudiant en année de césure cette année. Et donc, on a lancé depuis un an Datacalab, qui est un laboratoire en neuromarketing. Qu'est-ce que c'est le neuromarketing? C'est en fait utiliser des données qui viennent des neurosciences pour pouvoir optimiser les créations qui viennent du marketing. Et là maintenant, faites bien attention à ce profil Twitter. Prenez le temps de bien lire. Ce sera important pour la suite. J'embraye directement vers la prochaine vidéo. Le retour de Tech & Co sur BFM Business à la radio, à la télé sur bfmbusiness.com. Le 29 prochain, à l'Accor Hotel Arena, va se dérouler un concert un peu particulier. Ce sera le concert du groupe Indochine. Indochine qui, habituellement, vous le savez, réunit des dizaines de milliers de fans dans des enceintes. Ça va même jusqu'au Stade de France. Là, ce concert va être plus petit. Il y aura quelques milliers de participants, mais ce concert va être aussi un immense laboratoire pour voir comment on peut, avec ce déconfinement, organiser en fait des événements de plusieurs milliers de personnes. Et tout cela va se faire, bien sûr, avec les autorités sanitaires et une start-up très intéressante. Il s'agit de Datacalab. Et Xavier Fischer, le PDG de cette start-up, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Xavier. Le 29 mai prochain, donc, à l'Accor Hotel Arena, ce concert d'Indochine. Alors, il n'est pas ouvert à tout le monde. C'est un concert qui est gratuit. Déjà, pour rentrer, ça va être très compliqué. Il va falloir répondre à un questionnaire, être négatif, je crois, évidemment, au Covid, etc. Enfin, voilà, il y a tout un protocole à suivre, c'est ça? Oui, exactement. En fait, le but, c'est de voir comment on peut rouvrir et relancer en fait tout ce système des concerts, etc. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fournir des technologies pour justement analyser à quels endroits les gens... Je me pose là. Pourquoi ne pas s'inspirer de pays comme la Suède? Est-ce que la Suède a eu besoin de toutes ces technologies pour pouvoir revivre comme avant? En réalité, ça fait plus d'1 an et demi que la Suède vit normalement. En réalité, elle n'a même pas dérogé aux règles de liberté. Enfin bref. sont plus ou moins présents en termes de nombre de personnes et en termes de taux de port de masque. Je vais vous donner un chiffre qui est important. Il y aura 5000 personnes pendant le concert. Si on devait compter avec quelqu'un qui regarde les gens pendant tout le concert, il y aurait 72 millions de visages à analyser. Et en fait, ça peut plus être fait humainement parce qu'il y a trop de data à collecter, à analyser. Pourquoi 72 millions de visages alors qu'il y a 5000 personnes? Parce qu'il y a 5000 personnes
Oui. pendant 2 heures, donc ça fait 120 minutes environ. Les vidéos qu'on collecte sont à peu près 10 images par seconde. Si vous faites le calcul, Ah, d'accord, ok. vous vous rendez compte en fait qu'il y a à peu près 72 millions de visages à analyser. Et c'est là où l'intelligence artificielle et ce qu'on fait, l'analyse de l'image, permet en fait d'avoir une mesure objective du taux de port de masque. Et ce que je voulais vous présenter, c'est justement qu'en fait, ce qu'on fait, c'est voir sans regarder. On cherche à quantifier ce taux de port de masque sans avoir la notion d'identité. Alors, Xavier, ne brûlons pas les étapes. On va expliquer ce que vous faites, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur l'expérience de ce concert hors norme. Oui, tout à fait. 5000 personnes, je crois. 5000 personnes, et le but, c'est de faire une expérimentation. Donc, ils seront à l'Accor Hotel Arena, Oui. dans une fosse. Donc, les uns, j'allais dire les uns sur les autres, mais pas loin en tout cas. Hein. Est-ce qu'il y a des distanciations qui vont être respectées ou pas du tout? C'est le port du masque qui est important là. Exactement. En fait, il y a plusieurs choses qui sont mises dans le protocole, et l'AP-HP, donc les hôpitaux de Paris, dirige ce protocole en partenariat avec le Prodis. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les caméras de Bercy, donc de l'Accor Hotel Arena, pour justement faire ces mesures de taux de port de masque. Et effectivement, vous avez tout à fait raison, le mot expérimentation est primordial. Le but, c'est pas de généraliser du tout ce genre de protocole dans les concerts, mais de faire une étude expérimentale. Ce sur quoi il faut insister avant de parler de tout ça, c'est que ce n'est pas un concert, c'est une étude scientifique qui permet de relancer l'écosystème des concerts. Exactement, voilà. C'est pas un concert avec de la technologie. Chaque spectateur est en cobaye. Exactement. Chaque spectateur participe à l'expérience en venant à un concert. Voilà, et cette expérience est très intéressante parce que si... Tu vois, ça c'est vraiment le langage des communicants. Ah non, on peut pas dire ça. Non, on va plutôt dire que chaque spectateur participe à une expérience. Mais ouais, mais bon, ils acceptent d'être des cobayes. Faut appeler un chat un chat. Enfin bref, vous l'aurez compris. En réalité, à la base, il s'agit d'une start-up spécialisée dans le neuromarketing et ensuite qui a dérivé en pleine crise Covid-19 vers la détection de port de masque, comme cela se passe d'ailleurs dans des régimes avec une certaine culture militaire, comme la Chine ou Israël. Et justement, en parlant d'Israël, parmi la liste des cofondateurs de Datacalab, un nom a évidemment attiré mon attention. Il s'agit de Frank Tapiro. Frank Tapiro, avant de continuer, je vais vous mettre... Hop, voilà un article du journal Le Monde que je ne vais pas lire ici, mais vous pourrez lire ça tranquillement chez vous. Donc, Frank Tapiro, soutien d'Emmanuel Macron, disciple de Jacques Séguéla, ami et ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy. La présence de Frank Tapiro dans l'organigramme de cette start-up, donc Datacalab, start-up qui attire les louanges du pouvoir, étrangement, n'est pas sans rappeler qu'en matière de privilèges politiques, l'entre-soi est roi. Il est très important de garder son nom en mémoire pour la suite, car ce dernier joue un grand rôle dans la stratégie actuelle de diabolisation et des gilets jaunes et des antipasses sanitaires. Vous comprendrez que le militantisme pro-Macron qu'il affiche actuellement n'est sûrement pas à décorréler de ses activités au sein de la boîte Datacalab. Bref, revenons au sujet principal. Donc, comme je le disais en préambule, voyant l'opportunité de marché que représentait cette crise de gestion du Covid-19, Datacalab, qui est à la base une start-up de neuromarketing, décida de se réinventer en un outil de détection de masques et le 6 mai 2020 commença sa collaboration avec l'organe de service public RATP qui permit à l'experte en détection d'émotions reconvertie en radar à muselière de voir son logiciel se déployer dans la station de métro Châtelet, mais aussi dans la ville de Cannes. Cannes, dont le maire LR David Linard, candidat aux élections présidentielles 2022, est aussi un fervent défenseur du pass sanitaire, soit dit en passant. Comme l'indique très bien la quadrature du net, on pourrait tout de même se demander quel est l'intérêt réel d'une telle mesure, sachant premièrement que cette tâche consistant à détecter qui porte le masque ou pas, eh bien pourrait très bien être réalisée par des êtres humains. En plus, cela aurait aidé à créer de l'emploi parmi ceux qui ont subi les affres de la gestion calamiteuse de cette crise par ce gouvernement, même si, entre nous, je ne suis pas pour ce genre de boulot, qui ressemble plus à une forme de délation qu'autre chose à mon sens. On vit déjà dans une société de la suspicion permanente, donc pas la peine de rajouter, mais bon soit. Et deuxièmement, et je ne fais que citer le ministre du Transport, Djebari lui-même,
Les transports en commun ne sont pas des lieux de contamination particuliers, notamment car le port du masque est totalement respecté dans ces lieux. Fin de citation. Voilà, donc je repose ma question. Quel est l'intérêt de placer ce type de caméra dans les transports en commun? En plus, c'est super invasif et attentatoire aux libertés, quoi. Plus on donne ces nouvelles technologies à la police, plus notre vie privée derrière, elle est réduite. Je vais vous montrer comment nous accédons à nos bureaux et comment nous ouvrons les portes. Là, c'est Israël. C'est très simple, la porte s'ouvre avec votre visage. C'est l'avenir. Dans le passé, on ouvrait avec une clé. Demain, ce sera avec le visage. Alors, les entreprises qui développent ce type d'outils sont, en fait, il y a un peu un mélange entre des entreprises très connues du grand public, ça va être des grandes entreprises françaises, typiquement Thales, qui a créé une sorte de conglomérat avec plusieurs autres entreprises qui s'appelle Safe City, donc qui propose une solution un peu toute faite de gestion par intelligence artificielle de la ville, en termes de sécurité manifestement, Safe City. Et puis il y a tout un peu un magma de start-up, parce que la Startup Nation est pas mal aussi quand même dans ce domaine de la technopolis. Un certain nombre de sociétés qui fabriquent et qui vendent des technologies de surveillance, y compris à des gouvernements qui utilisent ces technologies pour ensuite cibler des journalistes ou des opposants, sont basées dans l'Union européenne. Typiquement, le contrat Thales Safe City passé à Nice et à la Défense, il est financé par la Banque publique d'investissement, la BPI, à hauteur de plusieurs millions d'euros. Il est aussi financé par la Commission européenne. Quand vous voyez ça, est-ce que vous ne pensez pas que quelque part Thales joue avec vos peurs? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je dis que heureusement qu'il y a des industries et de grandes industries françaises qui travaillent sur des sujets qui peuvent être mis à disposition des pouvoirs publics. C'est sans doute la Chine qui est l'exemple le plus terrifiant de l'utilisation la plus poussée et la plus sophistiquée des technologies de surveillance de masse. C'est un véritable cauchemar dystopique, mais qui se déroule dans la réalité. Dans la province du Xinjiang, par exemple, les autorités chinoises se servent de ces technologies pour réprimer les Ouïghours et les autres musulmans. Human Rights Watch a fait un travail pionnier que nous avons publié l'année dernière et qui a révélé la conception et le fonctionnement de l'application qui est utilisée par la police chinoise pour épier les moindres faits et gestes des musulmans au Xinjiang, collecter leurs données personnelles et à partir de là, organiser le plus gros programme de détention de masse que l'on connaisse. Et finalement, les outils de surveillance chinois ou d'autres outils de surveillance ont de nombreux adeptes et s'exportent très bien. On peut voir par exemple la ville de Nice, dans le sud de la France, combien c'est un petit laboratoire de surveillance de la population. Laboratoire encore. Nice est un laboratoire. Israël, laboratoire Pfizer. Les concerts d'Indochine, laboratoire et les gens sont des cobayes. Eh oh! En France, vous avez des sénateurs qui ont écrit des rapports qui font l'éloge de la Chine. Il n'y a pas eu d'indignation générale au sein du corps sénatorial. Bref. Bon, reparlons de Datacalab. Alors, le 12 juin 2020, soit près d'un mois après avoir déployé son attirail numérique sur la voie publique, donc RATP, Cannes, eh bien, Datacalab, qui se défend de collecter des données, s'est retrouvé contraint par la CNIL à remballer son logiciel. En effet, à défaut d'encadrement juridique strict, son dispositif demeurait illégal, ce qui pouvait constituer un délit puni de 5 ans de prison. Mais comme l'indique la quadrature du net, ils s'en sont sortis sans poursuite pénale.
Bon, alors, une mesure de surveillance du port du masque qui tourne court à la station Châtelet-Léal, cette station de métro à Paris. Exactement, une des stations les plus fréquentées d'Europe. Et depuis le 6 mai, il y avait 6 caméras dites intelligentes qui tournaient à plein régime. Qu'est-ce Des qu'une caméras intelligentes. Racontez ça aux frères Lumière. Exactement. Qu'est-ce que Alors, c'est une qu'une caméra intelligente, intelligente quelques siècles plus tard. Donc, c'est une caméra qui est capable de repérer le port du masque par les usagers. L'objectif, c'était de s'assurer que les usagers ont bien un masque lorsqu'ils se baladent dans les couloirs du métro. C'est donc une mesure qui est obligatoire. Le nombre d'appareils devait d'ailleurs doubler, en passant de 6 à 12, mais cela, c'était avant que la CNIL, la Commission nationale de liberté et l'informatique, intervienne pour juger que cette surveillance, cette étroite surveillance était disproportionnée, car ces caméras ne respectaient pas le droit de chacun de s'opposer à la captation de son image dans l'espace public. Ils ont donc demandé à ce que ce système disparaisse et c'est arrivé. Alors, derrière cette technologie, il y a une start-up française qui s'appelle Data Calab et qui est une société qui est à l'origine spécialisée dans l'analyse des émotions sur nos visages à des fins de marketing, c'est du neuromarketing. Aïe. En gros, c'est une société qui dit tiens, cette publicité fonctionne, elle est impactante car sur nos visages, on voit qu'on réagit de telle manière et ça pourrait garantir donc l'efficacité. C'est un nouveau marché, le neuromarketing. Et cette start-up profite donc maintenant de cette nouvelle offre que propose la crise sanitaire pour proposer ses services. Elle avait déjà installé ses caméras à Cannes pour, là encore, essayer de voir si les passants avaient bien le port du masque dans les rues. Et là, le passant, pour s'y opposer, il devait regarder la caméra comme ça, il devait faire non. Non. Et ça ne marchait pas vraiment. La CNIL a dit ouais, ce signe, non, là, c'est pas clair. Une nouvelle fois, ça a été retiré. Alors, toutes ces entreprises, bien sûr, elles jurent que les données restent anonymes, mais on peut en douter. En tout cas, le doute s'instille surtout après les révélations récentes autour de l'application de traçage Stop Covid. Et un chercheur vient de révéler ce qu'on pouvait malheureusement redouter, qu'elle collecte plus de données que prévu et que nécessaire. Donc, vous le voyez, la protection contre le virus qui s'oppose à la protection de notre vie privée, en voilà un fiévreux dilemme. Non. Voilà, comme si cela ne suffisait pas, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, vous savez, celui qui au tout début de la vidéo se faisait passer pour un grand défenseur des libertés et un grand opposant du contrôle de population sur TPMP, là, vous voyez ? Ce dernier, après de nombreuses pressions de Data Calab et de la RATP, d'après la Quadrature du Net, il s'est, en mars 2021, fendu d'un tweet dans lequel il se vantait d'avoir adopté un décret pouvant permettre la surveillance des ports de masques. Voilà. Et bizarrement, ce tweet, le tweet que vous pouvez voir à l'instant à l'écran, a été supprimé 24 heures plus tard. C'est bizarre, hein ? Alors, je vais vous lire le tweet de Jean-Baptiste Djebbari. Donc, c'était bien après la sanction de la CNIL. Voici maintenant que Jean-Baptiste Djebbari dit ceci. Des caméras intelligentes peuvent désormais être installées dans les transports en commun. Elles permettent de compter les personnes portant le masque sans identification individuelle. Comme s'il y avait besoin de préciser ça pour que tout le monde soit rassuré. Non, c'est juste que ça n'a rien à faire là, en fait. Ça n'a rien à faire là. La Suède n'a pas eu besoin de ça pour pouvoir avoir une meilleure courbe que la France. Et après, on va nous dire que c'est sanitaire, ça. Ben voyons. Allez. Je salue, dit-il, je salue Data Calab, start-up française qui aide à promouvoir... Donc, Data Calab aide à promouvoir le respect des gestes barrières. Ouais. Donc, si les gens respectent les gestes barrières, c'est grâce à Data Calab maintenant. Mais ils se moquent de qui? Ils se foutent du monde. C'est du grand n'importe quoi. Et là, vous pouvez voir là... Attendez, je vais essayer de le capter. Hop, c'est pas ça. Vous avez Data Calab qui a répondu au ministre. Hein. Data Calab a répondu au ministre en disant « Merci Jean-Baptiste Djebbari pour ce message. Data Calab est fier d'être à vos côtés pour mesurer le port du masque dans les transports tout en garantissant un total respect de la vie privée. » Très souvent, quand tu sens le besoin de devoir absolument préciser que tu respectes telle ou telle loi, c'est que
L'article L251-2 de la loi du Code de la sécurité intérieure liste de façon limitée les objectifs que les caméras de surveillance peuvent poursuivre, lutte contre les vols, les incendies, les agressions, etc. La loi ne liste pas l'objectif statistique poursuivi par le décret, qui est donc contraire au droit. Pour être légal, le décret aurait dû être précédé par une modification de la loi pour y ajouter cette finalité statistique. Ensuite, l'article 4 de la loi de 1978 et l'article 5 du RGPD, ainsi que la Constitution, exigent que toute mesure de surveillance soit nécessaire à la finalité qu'elle poursuit. Elle ne peut être autorisée que si l'objectif poursuivi ne peut pas être atteint par une mesure moins dangereuse pour les libertés. Dans notre cas, il n'est absolument pas nécessaire d'analyser constamment le visage de l'ensemble de la population afin de faire des statistiques. Un comptage réalisé par des humains et sur la base d'échantillons est un procédé aussi facile que fiable. Et ce qui est choquant au-delà du caractère illégal de ce décret, c'est qu'encore une fois, on assiste ici à un contournement total du Parlement. Emmanuel Macron ne gouverne que par décret, on dirait. Hein. Mais bon, il y a quand même une question que je me pose, c'est... vu la passion animant Jean-Baptiste Djebari dans son tweet de soutien à Datacalab, eh bien il convient de se poser la question de savoir mais pourquoi un tel traitement de faveur ? Si quelqu'un parmi vous sait pourquoi cette société attire autant la sympathie du gouvernement, eh bien qu'il vienne l'expliquer en commentaire et je prendrai le temps de le lire. Pour ma part, et je pense que vous avez bien compris, c'est un avis purement personnel, eh bien je pense que la présence du macroniste de combat Franck Tapiro au sein de l'organigramme de la start-up Datacalab, eh bien y est pour beaucoup. Il n'y a qu'à réfléchir un minimum. Regardez. Franck Tapiro est l'organisateur du rassemblement pro-gouvernement qui a eu lieu aujourd'hui, dimanche 19 septembre, et qui a rassemblé 2 pelés, 3 tendus. C'est une manifestation dite pro-tout. Vous voyez ? Donc pro-pass, pro-vax obligatoire, pro-Macron, donc pro-business de la surveillance. Et parmi les invités à sa protestation pro-système, qui se veut être une contre-manifestation de celle des antipasses sanitaires, eh bien, il y a Franck Dubosc, il y a un certain Luc Ferry, vous savez, celui qui avait appelé à ce que les flics tirent à balles réelles sur des gilets jaunes dits violents. Vous voyez, donc ce gentil monsieur. Et il y a aussi un certain Damien Viel, que je ne connaissais même pas, qui est apparemment le patron de Twitter France. Il manquerait plus que l'ensemble des patrons des GAFA, ces grands censeurs de voix contestatrices sur les réseaux sociaux, en cette période de crise sanitaro-politique, ne soient invités. Il ne manque plus qu'eux, quoi. Il ne manque plus que Mark Zuckerberg et tout, franchement, pour que le tableau soit absolument parfait, quoi. C'est un rassemblement de toute la fine fleur de la bourgeoisie française anti-peuple et obsédée par ses privilèges. Magnéto, Sergio. Le pass sanitaire est là pour sauver des vies. Le vaccin est là pour sauver des vies. Le virus, lui, tue. Donc il faut choisir. C'est presque noir-blanc. C'est un peu comme dans Star Wars. Darth Vader contre Luke Skywalker. Eh bien oui, il faut être aujourd'hui des Luke Skywalker dans la vaccination. Et le chef de l'État est un peu l'Obi-Wan Kenobi de la nation. Comme vous y allez, merci beaucoup. Nous allons lancer un grand rassemblement citoyen le 19 septembre prochain, dimanche 19 septembre prochain. Pourquoi ? Pour le bien commun. Et pour montrer qu'il y a des gens dans ce pays, pas 230 000 personnes anti-vax, ça, c'est tous les projecteurs. Pour contre-attaquer par rapport à ce mouvement ? Bien sûr, il y a des millions de gens citoyens pour qui le bien commun a du sens, pour qui l'autre a du sens, pour qui se protège. Retenez bien qu'ici, il affirme clairement, donc là c'était plusieurs mois avant la manifestation de ce jour, du 19 septembre, et bien là, il affirme et il assume clairement le fait que la manifestation qu'il a organisée est une forme de contre-manifestation de celle des antipasses sanitaires. Ok. Je vous dis ça parce que quelques mois plus tard, à savoir avant-hier, un truc comme ça, il a dit absolument l'inverse. Protéger l'autre a du sens. Donc on fait un appel citoyen pour que ce rassemblement de la place du Trocadéro, on est en train d'organiser ça. C'est 19 septembre, place du Trocadéro. 19 septembre, dimanche 19 septembre.
certaines personnes tentent à l'oublier. vous Et ai- il faut peut-être remettre ça au cœur du débat pour éviter l'embrasement. Donc tendre la main à des gens qui ne sont pas d'accord. On en parlait tout à l'heure. Vous Des gens avez qui raison. sont vaccinés et Vous m'avez anti-pass, convaincu. Des gens qui sont vaccinés et anti-pass pourront venir s'exprimer. Pourquoi Ils sont sur le bien commun, ils sont vaccinés, mais ils pourront exprimer leur opinion. Vous avez dit C'est que c'était ça un être mouvement citoyen. anti-pass. Ça a été Non, présenté- ça a été enlevé. Il Face a dit aux anti-pass. face aux Oh, anti-vax, voilà, et on a aux fait la anti-pass long et aux... list. Voilà. Non, ça a été enlevé. Non, ça a été enlevé. Hein, donc, entre-temps, bon, ils se sont dit, bon, on est peut-être allé un petit peu fort, on a peut-être un petit peu trop montré notre haine, donc on va enlever ça. Hein, Citoyen. Non, ça a été enlevé. Il a dit face aux anti-vax, et on a aux fait la anti-pass long et aux anti-tout. Face aux anti-pass et aux Le mouvement anti-vax. Acte veut créer... C'est ce que vous venez de dire. Encore une fois, les vaccinés qui sont vaccinés, donc qui ne se posent pas Donc bien vous faites commun. le tri, vous faites... mais pas du tout. Vous pas ségrégez. du tout. Bon, Mais bah, pas écoutez, du tout. Je suis en train de allez-y. vous exprimer Mais enfin, justement. soyez plus franc et dites que c'est une Venez. manifestation en soutien à Emmanuel Macron, ce sera plus clair, parce Mais que bon, c'est pas la peine de mais tourner autour du pot. avec les invités qu'il y a- On se souvient, vous savez, pendant la crise des Gilets jaunes, il y avait eu une contre-manifestation des foulards rouges, rappelez-vous, d'ailleurs, il y avait eu beaucoup de monde. Non, mais vous avez le droit, vous avez le droit. Mais vous avez le droit d'être proche d'Emmanuel Macron. Mais en ce temps, moi je l'ai soutenu depuis le début, je le soutiens, mais ça n'a rien à voir avec ça. Bien sûr que Yvan Riofol a bien fait de rappeler effectivement la manifestation des foulards rouges. C'est exactement la même chose, c'est exactement le même esprit et surtout exactement le même nombre. C'est-à-dire, même dans leur manifestation à Lyon, quoi, je pense qu'ils étaient même pas 50. Il y avait eu beaucoup de monde. Non, mais vous avez le droit, vous avez le droit. Mais vous avez le droit d'être proche d'Emmanuel Macron. Mais en ce temps, moi je l'ai soutenu depuis le début, je le soutiens, mais ça n'a rien à voir avec Mais je l'ai soutenu depuis le début, mais je le soutiens, ça n'a rien à voir. Arrête un peu, arrête. ça. Bien sûr que ça a à voir avec ça. Enfin, oui, arrêtez- vous arrêtez de voulez présenter regarder la les choses. liste des invités, vous verrez si ce sont tous Oui. les soutiens. On Oui, parle oui, de oui, citoyens, oui, oui. il n'y a pas de soutien politique. Il a le droit d'être... Il n'y a pas de politique sur scène. Non, mais je veux dire, je les décrypte un peu ce discours qui est un Mais, discours attrape-tout. mais vous ne pouvez pas inventer aussi des choses. Vous pouvez décrypter, mais pas inventer. Non, on va n'inventez marquer pas. une pause. Il n'y a pas Alors, de politique Franck. sur scène exprès pour que les politiques puissent s'exprimer. Après, en fonction de ce, Franck, ce que je vous de ce qu'il propose, y aura d'exprimer lundi matin, dimanche. parce que moi ça m'intéresse. Je vous aime beaucoup en plus. J'aime beaucoup les publicitaires, mais je me méfie d'eux évidemment parce que vous êtes des vendeurs de vent. Mais c'est pas grave, j'aime bien quand même. On verra. Hein, mais évidemment. Mais lundi petit festail. Vous nous Ouais. direz comment ça s'est passé. Absolument. Hein, je vous aime beaucoup. Et ne m'étonne pas, Franck, ne m'étonne pas, je compte sur toi. Parce qu'on a les vidéos, ça a fait le tour des réseaux sociaux, et franchement, ça vaut le détour. Attendez de voir, il me semble que j'ai les images ici. Doit-on réellement s'étonner de voir que ceux dont le business consiste à capitaliser sur le malheur d'autrui s'indignent devant les manifestations pourfendeuses de leur monde liberticide? Enfin bref, vous l'avez compris, derrière ces manifestations pro-pass sanitaire se cachent, et là c'est dans le cas de Franck Tapiro, des intérêts, des liens d'intérêt qui se retrouveraient être balayés si jamais les anti-pass sanitaires venaient à gagner le combat. Car qui dit société de liberté, dit société sans contrôle de port du masque, et donc sans mesures liberticides, et donc perte de contrat pour certains. Suivez mon regard. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Merci d'avoir écouté mon premier live. N'hésitez pas à remplir l'espace commentaire, à actionner la cloche, à soutenir la chaîne via mon compte Tipeee. C'était la voix de Portici. Portez-vous bien. Et pour finir, voici un extrait de l'excellente analyse de Pierre-Yves Rougeron pour TV Liberté sur le pass sanitaire. Je vous conseille de le regarder entièrement. Moi, je ne me contenterai que de vous donner un petit extrait. Ciao, ciao. Faites exploser les likes. Voilà. Faites exploser l'algorithme. Drôle, c'est toujours le même chiffre. C'est 30% de baisse de fréquentation dans tous les endroits qui passent le pass. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont changé leur mode de consommation pour ne pas avoir à plier. Ils disent, je ferai rien d'autre, mais je fais au moins ça. Et ça, on ne peut pas dire que ce ne soit pas un mouvement de masse. Pour que le MEDEF, dans sa veulerie, se roule par terre en disant, épargnez au moins les centres commerciaux,
Mais qu'est-ce que vous voulez? On a les suppliantes qu'on peut. Hein. Et pour que ces gens-là se roulent par terre de cette manière-là, en avouant ce que théoriquement on n'avoue jamais quand on est à ce niveau-là de business, son pourcentage de perte, pour que les groupes Auchan et Leclerc disent on a pris moins 30 dans les dents, ça ne doit pas leur arriver tous les jours de balancer un vrai chiffre quand même. Or, pour qu'ils en arrivent. Qu'il soit vrai. Hein. Comment? On n'est pas certain qu'il soit vrai. Ils l'ont peut-être néanmoins, pour qu'ils aient réagi, ça prouve qu'il y a quelque chose, ça leur fait mal. Or, ça veut dire que sur la masse, il y a les actifs et il y a ceux que j'appellerais les réfractaires. C'est deux choses différentes. Si vous voulez, il y a les résistants, il y a les réfractaires. C'est deux choses différentes. Et les réfractaires font encore plus de mal parce qu'ils ne s'identifient pas. Mais ils ne pourraient pas exister s'il n'y avait pas la résistance acharnée des gens qui battent le pavé tous les samedis. Et surtout, contre le mouvement passe sanitaire, tout ce que le pouvoir a voulu, infiltration par l'extrême gauche, violence policière et autres, pour l'instant, a lamentablement échoué. Ça, c'est vrai, c'est important de le souligner parce qu'effectivement, ce n'était pas le cas pendant la crise des Gilets jaunes.